Ma meilleure amie a débarqué à mon dîner de répétition et a lancé « Je veux que tout le monde sache ce que le futur marié a vraiment fait pendant mes tests ». Elle agitait le téléphone de Ryan au-dessus de sa tête, fière comme tout, tandis qu'autour de nous, il y avait un silence glacial dans la salle de réception du country club qu'on avait privatisé pour 70 personnes, familles et amis réunis. Quel test? Mais de quoi tu parles au juste? Je me suis levée de la table d'honneur où Ryan et moi venions à peine de trinquer à notre mariage du lendemain, le cœur battant. Mélissa s'est avancée entre les tables pour capter toute l'attention. J'ai testé Ryan depuis 1 mois pour voir s'il mérite vraiment de t'épouser. Il a raté. Elle agitait le téléphone. Ryan s'est précipité pour essayer de le lui reprendre, mais elle l'a esquivé sans difficulté. « Rends-moi mon téléphone, tu n'avais pas à me le prendre. » Ryan, blême, tremblait. Sa mère fondait déjà en larmes, et son père avait l'air d'être à 2 doigts de demander la sécurité. J'en ai parfaitement le droit. Je suis la demoiselle d'honneur, protéger la mariée, c'est mon rôle. Mélissa a sorti un épais dossier de son sac et a commencé à distribuer des feuillets à toutes les tables. Voilà les résultats de mon enquête de fidélité. Regardez la première page. Ce sont les messages que Ryan a échangés avec la femme que j'ai embauchée pour le draguer dans sa salle de sport. Les gens passaient les yeux des papiers à Ryan, puis à moi, cherchant un drame. J'ai attrapé une feuille. Rien d'autre que des réponses irréprochables du genre « Merci, mais je suis fiancée et ma future épouse n'apprécierait pas. » Absolument rien à lui reprocher. Ces messages prouvent qu'il est resté fidèle. Qu'est-ce que tu cherches exactement? J'ai tenté de récupérer le reste, mais Mélissa avait déjà dispatché son dossier partout. Ce n'était que le début. Maintenant, la 2e page. J'ai créé un faux profil sur les réseaux sociaux. J'ai fait comme si j'étais son ex, Rachel, et je lui ai envoyé un message. Il a répondu. La page montrait Ryan qui écrivait « Merci de ne plus me contacter. Je me marie demain. » J'ai tourné la page. Rien à dire là non plus. « Non mais, tu es malade! Tu as piégé mon fiancé exprès ?» Le frère de Ryan s'était levé d'un bond, furieux. « Elle me suit partout depuis 1 mois, même à mon boulot, à la salle. Elle s'est pointée à mon enterrement de vie de garçon déguisé en serveuse. » Mélissa rayonnait. « Et tu ne m'as même pas reconnu. Preuve que tu avais trop bu. Si tu étais vraiment un bon mari, tu aurais reconnu la meilleure amie de ta future femme, même déguisée. Ça fait 2 fautes. » Ma mère a tenté d'intervenir. « Mélissa, ma chérie, peut-être qu'on pourrait en discuter discrètement ?» Mais Mélissa continuait, inflexible. Elle a sorti son ordinateur portable, branché illico sur l'écran géant qui, normalement, devait diffuser nos photos de fiançailles. Voici des images issues des caméras de surveillance devant l'immeuble de Ryan. Regardez bien la date, l'heure. On voyait Ryan rentrer chez lui à 23h47, filmé en noir et blanc, mardi dernier. Or ce soir-là, il prétendait travailler tard, mais son bureau ferme à 21h. Où était-il pendant ces presque 3 heures? Ryan leva les bras, exaspéré. J'étais chez le bijoutier pour récupérer ton cadeau de mariage, puis j'ai dîné avec mon frère pour évacuer un peu le stress. Tu peux vérifier sur mes relevés bancaires. Mélissa secouait la tête comme s'il récitait une mauvaise excuse d'enfant. Tu aurais dû être chez toi à apprendre les vœux que je t'ai écrits. Tu les as au moins lus? On va vérifier. Et la voilà qui ressort une nouvelle pile de feuilles de son sac sans fond. À la 3e page, tout le monde, ce sont les vœux destinés à Ryan, ceux qu'il aurait dû connaître sur le bout des doigts. Je les ai donnés il y a 3 semaines. Ryan, tu peux les réciter? Sur les feuilles, 5 paragraphes de déclarations invraisemblables. Je promets de t'appeler chaque heure dès qu'on est séparés. Je jure de n'avoir aucune amie femme ni collègue féminine. Jamais j'ai accepté d'apprendre tout ça par cœur. Tu m'as glissé les papiers sous la porte sans rien m'expliquer. J'ai cru à une blague. Ryan a cherché mon regard, désespéré. J'ai rédigé mes propres vœux, des vrais. Mélissa, stoïque, s'est tournée vers l'assemblée. Un futur marié digne de ce nom aurait appris par cœur tout ce que la demoiselle d'honneur lui donne. Ça prouve qu'il ne prend pas ça au sérieux. Mais attendez, le pire arrive. Elle passa à la diapositive suivante sur son ordinateur. Une photo de Ryan au restaurant avec une femme. Regardez-le déjeuner avec une autre hier, la veille de son mariage. J'ai tout de suite reconnu la femme. Mais c'est sa sœur, Julia, venue de Seattle juste pour l'occasion. Mélissa a haussé les épaules. C'est ce qu'il veut vous faire croire. Mais regardez bien, ils partagent un plat. C'est une attitude complice. Et elle lui touche la main 2 fois pendant le repas, j'ai compté. Julia s'est levée, sidérée. Mais je suis sa sœur, enfin. Tu nous espionnais au resto? Non mais ça va pas. Mélissa l'a à peine calculé et s'est adressée à moi. Le dernier test était décisif. J'ai proposé à Ryan 50 000 $ pour qu'il annule tout et parte loin. Elle a sorti son téléphone, mis un enregistrement, la voix de Ryan, posée, refusait clairement, expliquant qu'aucune somme ne le ferait partir et que Mélissa exagérait à force d'insister. Un immense soulagement m'a traversée, mêlé d'une rage froide, à en perdre la parole. Ma meilleure amie, la même depuis l'école primaire, avait tenté de soudoyer mon fiancé pour le pousser à m'abandonner devant tout le monde. J'ai arraché son téléphone avant qu'elle ne l'éteigne et j'ai coupé l'enregistrement, la retenant à distance, la détaillant comme une inconnue sous le visage familier de mon ami d'enfance. Un silence écrasant régnait, rythmé seulement par la toux d'une grand-mère oubliée dans un coin. Le père de Ryan, Brian, a brusquement déplacé sa chaise qui a raclé le parquet dans un bruit strident, faisant sursauter toute la salle. Il s'est dirigé vers le responsable du club, planté à côté des portes de la cuisine, l'air prêt à fuir. Brian lui a murmuré quelques mots,
mais c'était si calme que j'ai tout entendu. Il demandait d'appeler la sécurité de toute urgence et de faire sortir cette femme immédiatement. Mélissa, elle, serrait plus fort son ordinateur et gardait sous le bras son fameux dossier, comme si c'était un butin inestimable. Elle se retourna vers l'assemblée et se mit à parler de plus en plus vite, ses mots s'entrechoquant dans un flot incontrôlable. Elle voulait absolument que chacun prenne connaissance de tout ce qu'elle avait collecté avant qu'une quelconque décision soit prise concernant le mariage du lendemain. Elle répétait avoir consigné chaque détail depuis 1 mois, brandissant de prétendus schémas censés prouver que Ryan n'était pas prêt à se marier. Ses mains tremblaient tellement que les feuilles qu'elle tenait frémissaient. J'ai parcouru du regard la soixantaine de visages perplexes et gênés tournés vers moi. Ma grand-mère, à la table 4, pleurait à chaudes larmes dans son mouchoir, les épaules secouées. Les cousins de Ryan, à la table 6, se penchaient l'un vers l'autre, échangeant des murmures. La coordinatrice du mariage, adossée au mur, pianotait frénétiquement sur son téléphone, probablement en train d'essayer de joindre sa supérieure, voire un avocat. Ce dîner de répétition qu'on avait mis 3 mois à organiser et qui nous était revenu à plusieurs milliers d'euros, tournait au grand déballage public sur ma relation. Je n'avais pas la moindre idée de comment arrêter tout ça, ni comment remettre les choses sur les rails. Ma mère, Diane, s'est levée de sa chaise et s'est approchée de Mélissa, les mains en avant comme pour amadouer un animal apeuré. Elle a pris sa voix douce d'autrefois, celle qu'elle utilisait pour calmer mes terreurs nocturnes quand j'étais petite, et a proposé à Mélissa de sortir discuter tranquillement, juste toutes les deux. Mais Mélissa a refusé net, secouant la tête si violemment que ses cheveux ont volé autour de son visage. Elle a décrété que tout le monde était concerné et qu'il devait savoir à quel genre d'homme j'allais dire oui avant d'assister, le lendemain, à ce qu'elle appelait la plus grosse erreur de ma vie. Dans sa voix, je sentais une dureté inédite, une note fébrile et désespérée qui me terrifiait bien plus que ses accusations contre Ryan. Ce n'était plus la Mélissa qui m'aidait à réviser, qui me tressait les cheveux avant les bals de lycée ou qui m'a tenu la main aux funérailles de mon grand-père. Jasper s'est levé à la table 3, portable à la main, affirmant qu'on devait mettre les choses au clair sur le champ avant que la situation ne s'envenime. Il a confirmé que Ryan était bien avec lui pendant ces fameuses 3 heures mardi dernier, défilant sur son écran à la recherche d'une preuve. Il a fini par brandir son téléphone pour montrer le relevé de cartes indiquant leur dîner au restaurant ce soir-là, l'addition datée de 20h47. Sa phrase suivante m'a glacée. Il a ajouté que Mélissa les avait suivis jusque-là, s'installant 3 tables plus loin pour les épier tout au long du repas. Il a reconnu que, sur le moment, il avait trouvé la situation bizarre sans rien dire, pensant qu'elle était là par hasard, mais qu'il comprenait maintenant qu'elle les avait bel et bien suivis, traquant Ryan, notant tout dans son carnet. Le directeur du club est alors entré, flanqué de 2 agents de sécurité imposants vêtus de noir, talkie-walkies à la ceinture. Il s'est approché de Mélissa et lui a demandé discrètement de quitter les lieux. Elle a aussitôt refusé, élevant la voix d'un ton. Elle clamait qu'en tant que demoiselle d'honneur, elle avait le droit d'être là, et qu'elle ne voulait qu'une chose, m'empêcher de faire la plus grande erreur de ma vie. Les 2 agents se sont postés de part et d'autre d'elle sans la bousculer, attendant la suite pendant qu'elle continuait son discours. J'ai enfin réussi à prendre la parole, plus fermement que je ne l'aurais cru possible. Je lui ai dit que ce qu'elle faisait n'avait rien à voir avec la protection d'une amie, mais relevait du harcèlement pur et simple. Je lui ai reproché de s'être permis de filer Ryan pendant des semaines, d'avoir engagé des femmes pour le draguer, d'avoir créé de faux profils sur les réseaux sociaux, voire de s'être incrustée déguisée à son enterrement de vie de garçon. À chaque mot, je sentais que je brisais un peu plus quelque chose entre nous, définitivement. Elle m'a regardée avec une incompréhension totale, comme si elle ne comprenait vraiment pas pourquoi je ne la remerciais pas. Elle a lancé qu'elle avait consacré un temps et une énergie fous à s'assurer que Ryan me méritait, qu'elle avait sacrifié argent et disponibilité pour me protéger, et voilà ma gratitude. Mélissa a repris son téléphone, faisant défiler ses messages d'un geste fébrile. Elle s'est mise à lire à haute voix, devant tout le monde, des échanges privés datant de l'année précédente, soulignant chaque fois où je m'étais plainte des retards de Ryan ou de nos petits accrochages. Elle a lu un message envoyé 6 mois plus tôt, où je râlais parce qu'il avait oublié d'acheter du lait, puis un autre, 3 mois plus tard, évoquant notre dispute sur la famille à voir pour Thanksgiving. Elle avait tout gardé, versant nos petites heures dans un dossier, transformant nos banalités de couple en série d'alertes pour justifier son enquête longue de plusieurs semaines. Ryan, de son côté, s'est effondré sur sa chaise, la tête entre les mains, complètement replié sur lui-même. Sa mère, Carly, s'est levée à son tour, posant ses mains sur ses épaules, se plaçant derrière lui tout en lançant à Mélissa un regard noir chargé d'une colère que je ne lui avais jamais vue. J'ai alors compris que mon futur mari avait été traqué des semaines entières par celle qu'il pensait être mon amie, quelqu'un qu'il avait accepté dans sa vie simplement parce qu'elle comptait pour moi, et que j'ignorais tout de ce qui se tramait dans son ombre. Je me sentais coupable, en sachant pourtant que je n'y étais pour rien, et que je n'aurais jamais pu prévoir tout ça. Mon père, Hudson, s'est finalement levé à son tour de la table d'honneur, et a pris la parole d'une voix ferme et autoritaire, chose rare chez lui. Il a ordonné haut et fort à la sécurité de faire sortir Mélissa immédiatement, pas dans 5 minutes,
mais tout de suite. Mélissa a compris qu'elle perdait le contrôle. Son visage s'est défait et elle s'est effondrée en larmes, pleurant à chaudes larmes, les gouttes roulant le long de ses joues et tombant de son menton. Elle m'a supplié de ne pas la faire sortir avant qu'elle ait pu tout expliquer. Elle m'a promis que si je la laissais exposer le reste de ses preuves, je comprendrais qu'elle avait agi par amour pour moi. J'ai fait signe aux agents d'attendre, puis je me suis tournée vers elle, la regardant droit dans les yeux. Ma voix était plus assurée que je ne l'aurais cru quand je lui ai demandé, franchement, pourquoi elle avait fait tout ça. Essuyant rageusement ses larmes du revers de la main, son mascara coulant sur sa joue, elle a commencé à raconter le mariage de sa sœur, 3 ans plus tôt, et ce beau-frère infidèle dont personne n'avait soupçonné la double vie avant que sa sœur ne découvre des factures d'hôtel et des messages suspects 6 mois après les noces. Mélissa m'a raconté qu'elle avait vu sa propre sœur s'effondrer, qu'elle ne pouvait pas me laisser traverser la même chose parce que j'étais, à ses yeux, comme une sœur, et qu'elle m'aimait trop pour me regarder reproduire la même erreur. En parlant, ses mains tremblaient et elle me fixait du regard, comme si elle attendait que je finisse par comprendre et lui sois reconnaissante. La coordinatrice du mariage est alors apparue à côté de moi et m'a soufflé à mi-voix qu'il fallait vraiment qu'on conclue, le club de vent enchaîné sur un autre événement. On avait largement dépassé le créneau de 30 minutes qui nous était accordé. J'ai jeté un œil à l'horloge au mur. Il était presque 21h, même pas eu le temps de répéter, et le mariage était prévu dans moins de 19h. Le visage de la coordinatrice exprimait une gêne polie, mais elle restait inflexible en désignant le personnel de service qui attendait près des portes de la cuisine. Tout à coup, une immense fatigue m'a submergée. Je me suis tournée vers Mélissa, j'ai pris ma décision sans hésiter, comme une évidence, avant même d'avoir le temps de douter. Je lui ai dit qu'elle devait partir maintenant, qu'on en reparlerait demain, que j'avais besoin de digérer tout ça. Elle a commencé à protester, cherchant à m'attraper le bras, mais je me suis aussitôt dégagée. J'ai ajouté que si elle tenait vraiment à moi, elle respecterait cette limite et rentrerait chez elle. Les agents de sécurité se sont rapprochés. Mélissa nous a regardés l'un après l'autre, les yeux écarquillés d'incrédulité, serrant contre elle son fameux dossier comme s'il s'agissait d'un trésor. La sécurité l'a prise doucement par les coudes et l'a conduite vers la sortie. Par-dessus son épaule, elle m'a lancé « Tu fais une erreur. J'ai encore des preuves que tu dois voir. » Sa voix s'est peu à peu estompée alors qu'on la faisait traverser les portes jusqu'au hall. Puis j'ai entendu la porte d'entrée principale se refermer et un silence total a soudain envahi la salle de réception. Un silence vite rompu par un flot de conversation. La famille de Ryan s'est regroupée autour de ses parents et j'entendais la mère de Ryan pleurer, plus fort que jamais. Ma famille, de son côté, semblait mal à l'aise, jetant de brefs regards à la famille de Ryan, cherchant visiblement à s'excuser sans trouver les mots. J'étais là, plantée au milieu de tout ça, à me demander si la cérémonie pourrait encore avoir lieu demain ou si ce fiasco avait tout réduit à néant. Les invités ramassèrent leurs manteaux et leurs sacs. Certains quittaient déjà la salle sans même dire au revoir. L'organisatrice du mariage s'est approchée, m'a touchée à l'épaule et, d'un geste, a invité Ryan et moi à la suivre dans un coin calme, près des fenêtres. Sans détour, elle nous a demandé si on maintenait la cérémonie du lendemain. Sa tablette et son stylo à la main, elle paraissait attendre notre réponse comme si tout dépendait de ce oui ou non immédiat. Ryan a pris ma main, la sienne tremblait, moite, et il a dit « Je veux toujours t'épouser, si toi aussi tu veux bien de moi ». Sa voix s'est brisée sur la fin et, à ce moment-là, j'ai mesuré l'épreuve qu'avait été pour lui cette soirée. En le regardant, je repensais à tout ce que Mélissa lui avait reproché, à la façon dont il avait gardé son calme, fait face sans se défiler. Malgré le chaos ambiant, l'humiliation et ma meilleure amie effondrée devant 70 personnes, ma réponse était évidente. Oui. J'ai serré sa main et annoncé à la coordinatrice qu'on maintenait le mariage. Elle a eu l'air véritablement soulagée et a tout de suite commencé à noter mentalement les adaptations nécessaires pour le lendemain. On a enchaîné sur une répétition éclair avec l'officiant, pendant que les derniers invités terminèrent leurs assiettes dans un silence pesant. L'officiant donnait calmement ses instructions pour les placements de chacun, mais je n'enregistrais rien, mon esprit tournant en boucle sur les accusations de Mélissa. Impossible de me concentrer. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais son visage, persuadée qu'elle croyait vraiment m'aider. Il a fallu que l'officiant répète ses explications à plusieurs reprises avant que je parvienne à me placer correctement. Ryan gardait sa main serrée dans la mienne, tremblant légèrement. La répétition n'a duré qu'un quart d'heure au lieu d'1 heure. Personne n'a applaudi. Ma mère m'a adressé un sourire qui sonnait faux, tandis que le père de Ryan enveloppait sa femme et lui murmurait des mots doux à l'oreille. L'organisatrice a remercié l'assemblée et rappelé que la cérémonie débuterait à 14h précises le lendemain. Tout le monde est sorti en silence, plusieurs membres de la famille de Ryan évitant soigneusement mon regard en quittant la salle. Ryan et moi sommes partis chacun de notre côté, comme on l'avait prévu, puisqu'on n'était pas censé se voir avant la cérémonie. Sur le parking, il m'a embrassé sur le front en murmurant « Je t'aime », puis il est monté dans sa voiture. Je l'ai regardé s'éloigner, puis j'ai rejoint la mienne. Mon téléphone s'est mis à vibrer avant même que je ne quitte la place. Mélissa déjà en train d'écrire. 17 messages reçus pendant mon trajet jusqu'à chez mes parents. Au feu rouge, j'en ai lu quelques-uns. Elle s'excusait, clamait avoir fait ce qu'il fallait, répétant que tôt ou tard, je comprendrais. Un message affirmait qu'elle avait de nouvelles preuves à me montrer, un autre que Ryan me manipulait, que j'étais trop aveuglée pour m'en rendre compte. J'ai glissé mon téléphone dans mon sac pour me concentrer sur la route. Ma mère m'attendait, toujours debout, à la maison. Sans un mot, elle m'a préparé du thé et nous nous sommes assises dans la cuisine.
l'endroit même où, enfant, Mélissa et moi faisions nos devoirs ensemble. Les chaises n'avaient pas changé depuis le collège. Elle a déposé une tasse devant moi, a entouré la sienne de ses mains, puis, d'une voix douce, m'a demandé si j'avais remarqué dernièrement des comportements préoccupants chez Mélissa. Sa question est restée suspendue dans l'air. J'ai repensé aux derniers mois, à tous ces petits signes que j'avais attribués à son côté protecteur, parfois un peu extravagant. Des choses étranges sur le moment, mais qu'à chaque fois j'avais excusé parce que c'était ma meilleure amie et que j'avais confiance en elle. J'ai raconté à ma mère ce qui s'était passé pour la robe de mariée. Mélissa avait tenu à assister à chacun de mes essayages, voulait absolument valider la robe que je choisirais. Quand je me suis décidée pour un modèle qui ne lui plaisait pas, elle a fondu en larmes dans la boutique, incapable de se calmer pendant une bonne heure, sous le regard embêté de la vendeuse qui ne cessait de lui tendre des mouchoirs. Mélissa m'avait lancé que la robe ne me mettait pas en valeur, que Ryan allait croire que je me donnais en spectacle, que j'avais l'air désespérée. Je l'ai prise quand même, mais je n'ai pas pu m'empêcher de culpabiliser pendant des semaines. Il y avait aussi l'histoire de la liste des invités. Mélissa a insisté pour que j'exclue les collègues féminines de Ryan, sous prétexte que ce n'était pas sain d'inviter d'autres femmes qui le voyaient tous les jours et pourraient, selon elle, nourrir des sentiments pour lui. J'ai tenu bon, mais elle est revenue à la charge au moins 5 fois. Ma mère écoutait, hochait la tête, et je voyais son inquiétude grandir à chaque nouvelle anecdote. J'ai aussi raconté l'histoire des coups de fil. Mélissa m'a appelé chaque jour pendant 1 mois, en me posant des questions incroyablement précises sur l'emploi du temps et les habitudes de Ryan. Où il allait après le boulot, avec qui il déjeunait, à quelle heure il rentrait. Sur le moment, je croyais qu'elle voulait simplement prendre de mes nouvelles. Mais maintenant, je comprends qu'elle cherchait à rassembler des infos pour monter son dossier contre lui. Vers 23h, mon téléphone a sonné, nous faisant sursauter toutes les deux. C'était Julia, depuis son hôtel, dont la voix trahissait l'agitation. Elle m'a dit « Mélissa vient d'arriver dans le hall. Il y a 21 minutes, elle voulait parler de Ryan. » La sécurité de l'hôtel a dû intervenir pour demander à Mélissa de partir après qu'elle a refusé de s'en aller. Julia parlait presque en criant, tellement elle était secouée. Mélissa ne lâchait rien. Elle voulait absolument qu'on confronte nos informations sur les prétendus comportements suspects de Ryan. Selon elle, en tant que sœur, je devais te protéger. Julia a ajouté qu'elle avait sur elle un carnet rempli de dates, d'heures, de lieux scrupuleusement notés. Finalement, ils l'ont raccompagnée dehors lorsqu'elle a essayé de la suivre jusqu'aux ascenseurs. Julia m'a demandé si ça allait et si le mariage était toujours prévu pour demain. Je lui ai répondu oui à voix basse, mais j'avais l'impression de ne convaincre personne, même pas moi. Après avoir raccroché, je suis restée fixée sur l'écran, consciente qu'il fallait absolument prévenir Ryan. Je l'ai appelé, il a décroché immédiatement. Sa voix trahissait la fatigue et la tension. Je lui ai expliqué que Mélissa s'était pointée à l'hôtel de sa sœur et qu'elle avait été raccompagnée manu militari dehors. Long silence. Puis il m'a avoué qu'elle l'harcelait aussi, avec des appels et des textos ininterrompus depuis le début de la soirée. J'ai senti mon cœur se serrer. Elle continuait à le contacter sans relâche, même après tout ce qui venait de se passer au dîner de répétition. Il m'a dit qu'elle lui avait envoyé au moins 15 articles sur les contrats de mariage dans les 2 dernières heures, des statistiques sur les divorces, des liens vers des sites de conseils conjugaux, et à chaque fois une petite note pour insinuer qu'il était toujours temps de réfléchir, au cas où il aurait des doutes sur notre couple. Elle s'acharnait à vouloir le convaincre de me quitter, malgré l'humiliation publique de la veille. J'en avais mal au ventre à l'idée qu'elle continuait de le harceler pendant que j'étais assise dans la cuisine familiale. Il m'a confié que chaque message qu'il recevait d'elle lui plombait un peu plus le moral, comme si elle voulait semer le doute dans son esprit à la veille de notre mariage. Je lui ai proposé de venir à la maison pour qu'on puisse parler de vive voix, mais il a refusé. Sa famille était encore réunie chez lui, sous le choc de la soirée, et il voulait s'en occuper. On est resté au téléphone quand même, sans se résoudre à raccrocher. Pendant près de 2 heures, on a refait le film du dîner de répétition. Il a pris le temps de démonter une à une les accusations de Mélissa, où il était réellement, ce qu'il faisait vraiment quand elle le suivait. Il m'a même parlé des séances de sport où elle avait payé quelqu'un pour le draguer, du déjeuner avec sa sœur qu'elle avait pris en photo, de son enterrement de vie de garçon où elle s'était pointée déguisée en serveuse. Sa voix est devenue grave quand il a évoqué ce passage-là. Se savoir observé à son insu depuis des semaines lui donnait l'impression d'avoir été trahi, privé de toute intimité. Il m'a dit qu'en apprenant, grâce à Jasper, que Mélissa avait assisté à son enterrement de vie de garçon, il avait eu un vrai haut-le-cœur. Elle était là, dans la même pièce que lui et ses amis, en train de les servir, d'écouter leurs conversations, et il n'avait rien vu venir. Il n'arrêtait pas d'imaginer ce qu'elle aurait encore pu faire derrière son dos, jusqu'où elle avait été capable d'aller, ce qu'elle avait pu surprendre ou enregistrer en secret. Je l'ai écouté, et j'ai compris que tout ça l'avait vraiment touché au plus profond, que ça ne disparaîtrait pas d'un coup, même avec le mariage le lendemain. Il n'était pas seulement blessé par ce qu'il avait subi devant tout le monde, il avait aussi peur de ce que Mélissa serait capable d'imaginer après ça. On a fini par raccrocher à minuit. Impossible de trouver le sommeil, mon esprit tournait en boucle. À peine les yeux fermés, je revoyais le visage de Mélissa au dîner, persuadée d'agir pour mon bien. J'ai fini par m'endormir vers 2 heures, pour me réveiller 3 heures plus tard, la gorge serrée et le ventre noué. Le jour de mon mariage, j'ai attrapé mon téléphone sur la table de nuit, et là, 43 messages de Mélissa pendant la nuit. Je les ai fait défiler, tremblante. La douzaine de premiers, c'était une avalanche d'excuses. Elle regrettait le remue-ménage, s'excusait du mauvais timing, d'avoir présenté ses preuves de façon trop frontale.
Puis sont venues les longues explications. Chaque test était soi-disant indispensable, scientifiquement prouvé. Elle avait épluché les méthodes de filature des détectives privés, fréquenté des forums d'enquêteurs amateurs, développé tout un protocole pour tester la fiabilité de Ryan, au cas où mon avis ne suffirait pas. Ces messages devenaient de plus en plus longs, plus paniqués aussi, au fil de la nuit. Et arrivait la conclusion. De grands paragraphes sur le fait que le mariage est un engagement à vie et qu'elle préférait me blesser tout de suite plutôt que de me voir finir divorcée, comme sa sœur. J'ai fini par déposer mon téléphone, face contre le matelas, les yeux rivés au plafond, le jour de mon mariage, et je lisais les messages d'une ancienne meilleure amie, essayant de me faire croire qu'espionner mon futur mari relevait de l'amitié. Mes demoiselles d'honneur ont commencé à arriver vers 8 heures. Je les entendais déjà chuchoter avec ma mère au rez-de-chaussée. Lorsqu'elles sont entrées dans la chambre, elles jetaient sans arrêt un œil à leur téléphone, l'air inquiet. J'ai vite compris qu'elles échangèrent discrètement des messages pour savoir si Mélissa allait surgir à l'improviste. L'une d'elles a fini par me demander sans détour si Mélissa était toujours la demoiselle d'honneur principale. J'ai jeté un œil à l'endroit où sa robe aurait dû être suspendue, réalisant que je ne lui avais jamais officiellement retiré ce rôle. Impossible de savoir si elle essaierait de venir au mariage. J'hésitais même à avertir la sécurité pour l'empêcher d'entrer. Ma cousine a aussitôt sorti son téléphone, déclarant qu'elle allait prévenir la salle pour leur transmettre la photo de Mélissa et bien leur faire comprendre qu'elle n'était pas la bienvenue. Les autres ont acquiescé, comme s'il était parfaitement naturel d'inscrire la demoiselle d'honneur sur la liste noire, le matin même du mariage. J'avais l'impression que tout prenait des proportions incontrôlables, minute après minute. À 9 heures, je me suis enfermée dans la salle de bain et j'ai affiché le numéro de Mélissa. J'ai fixé l'écran pendant ce qui m'a semblé une éternité avant de finalement appuyer sur « Appeler ». Elle a décroché tout de suite, la voix pleine d'espoir, comme si elle croyait que je l'appelais pour lui pardonner et qu'elle pourrait finalement assister au mariage. J'ai respiré un grand coup et, en essayant de rester la plus calme possible, je lui ai dit qu'elle n'était plus ma demoiselle d'honneur et que je ne souhaitais pas qu'elle vienne aujourd'hui. Silence glacial à l'autre bout, j'ai cru un instant qu'elle avait raccroché, puis elle s'est effondrée en sanglots, à grands coups de « s'il te plaît », qui m'ont fait serrer un peu trop fort mon téléphone. Elle suppliait qu'on lui donne une seconde chance, promettait de s'excuser auprès de tout le monde, assurait qu'elle serait irréprochable si seulement je la laissais venir. Elle m'expliquait qu'elle avait acheté une robe exprès pour aujourd'hui, qu'après 20 ans d'amitié, elle ne pouvait pas rater mon mariage. « S'il te plaît, ne fais pas ça. Laisse-moi arranger les choses. Donne-moi encore une chance. » Je suis restée inébranlable, et je lui ai dit que ma décision était irrévocable. À ce moment-là, elle s'est arrêtée de pleurer aussi net que brutalement, et son ton a changé du tout au tout. Elle m'a attaquée. Selon elle, j'étais en train de commettre une erreur monumentale en épousant Ryan, sans avoir pris connaissance de toute son enquête. Elle prétendait n'avoir révélé qu'une partie des résultats au dîner de répétition et affirmait qu'elle détenait encore d'autres preuves, notamment un témoignage de Rachel, l'ex de Ryan, qu'elle avait retrouvé et interrogé la semaine précédente. Rachel aurait, paraît-il, des révélations cruciales sur le comportement de Ryan en couple, des choses que je devrais absolument savoir avant de m'engager. Selon elle, si je me mariais sans tout savoir, je le regretterais à vie. Sa voix, à la fois nerveuse et déséquilibrée, m'a rappelé celle que j'avais entendue au dîner de répétition, ce qui m'a carrément fait trembler des mains. Je lui ai répondu que retrouver et contacter l'ex de Ryan, c'était franchir toutes les limites, que je n'irais pas plus loin dans cette conversation. Elle s'est alors mise à hurler, en prétendant que Ryan me manipulait, que j'avais perdu tout discernement à force d'émotion et que je lui préférais son amitié de 20 ans, qu'elle était la seule à pouvoir prendre du recul et que j'étais en train d'écarter la seule personne qui tenait vraiment à mon bonheur. Je l'ai coupé net, raccroché, puis immédiatement bloqué son numéro. Je tremblais tellement que j'avais peine à tenir mon téléphone. Je me suis laissée glisser contre la porte, assise sur le carrelage, cherchant à retrouver mon souffle. Maman a frappé doucement et demandé si tout allait bien. J'ai ouvert, elle m'a trouvée là, les joues ruisselantes de larmes, qui finissaient de ruiner le maquillage posé par l'esthéticienne. Elle n'a rien dit, s'est simplement assise à côté de moi et m'a serré contre son épaule. Là, j'ai craqué pour de bon. J'ai pleuré comme jamais. La perte de ma meilleure amie le jour où j'aurais dû être la plus heureuse. Pleurer parce qu'avec Mélissa, on avait rêvé ensemble de ce jour depuis l'enfance et qu'elle ne serait même pas là. Pleurer parce que j'aurais tant voulu que tout ça ne soit qu'un mauvais rêve dont j'allais bientôt me réveiller. Maman est restée tout contre moi, me caressant les cheveux, me laissant pleurer aussi longtemps qu'il le fallait. Ensuite, elle a murmuré que de vrais amis ne poursuivent pas ton fiancé ni ne sabotent ton mariage. Aussi fort soit le passé, que parfois il faut se protéger même de ceux qu'on a le plus aimés, que c'est normal d'être triste de perdre une amitié, tout en acceptant qu'elle soit devenue nuisible. J'ai hoché la tête, tentant de m'en convaincre. La coiffeuse et la maquilleuse s'activaient en silence, réparant tant bien que mal les dégâts, tandis que mes autres demoiselles d'honneur cherchaient à alléger l'atmosphère. Ma cousine a alors glissé qu'elle avait toujours trouvé Mélissa un peu trop envahissante dans notre amitié. Aussitôt, les langues se sont déliées. L'une a raconté comment Mélissa boudait dès que j'organisais quelque chose sans elle. Une autre s'est souvenue d'un anniversaire où Mélissa avait fondu en larmes parce qu'elle n'était pas assise à ma table. Une troisième a confié que Mélissa l'avait appelée plusieurs fois pour tenter de comprendre si ma distance récente était liée à Ryan. Petit à petit, elles ont échangé tous les comportements contrôlants observés au fil du temps, mais jamais partagé de peur de me blesser ou de créer des histoires à propos de ma meilleure amie.
C'est ainsi que j'ai découvert que depuis 1 mois, Melissa leur demandait de l'avertir au moindre doute sur Ryan, de repérer le moindre signal d'alerte, le plus petit faux pas. Elle avait même créé un dossier où elle recensait chacun de ses mouvements sur les réseaux sociaux, leur demandant d'y inscrire les publications ou les photos annotées. Elles avaient toutes refusé de participer à ce manège, mais sans jamais m'en parler, trouvant ça certes étrange, mais inoffensif. Juste Melissa, fidèle à elle-même, un peu trop protectrice. Aujourd'hui, elle réalisait à quel point cela participait de son obsession, et toutes regrettaient de ne pas m'avoir prévenue plus tôt. Je me suis assise, attentive à la conversation, et c'est là que j'ai réalisé à quel point beaucoup de gens avaient perçu l'obsession de Melissa, mais avaient préféré l'ignorer, la mettant sur le compte de nos habitudes d'amis d'enfance. Je me suis aussi souvenue de tous les signaux que j'avais refusé de voir, persuadée qu'après toutes ces années, depuis la primaire, je connaissais Melissa par cœur, et qu'elle ne pourrait jamais me faire de mal. La maquilleuse a posé une dernière couche de fond de teint sur mes joues encore rouges, pendant que ma cousine continuait d'énumérer les bizarreries de Melissa au fil du temps. J'ai été interrompue par la vibration de mon téléphone sur la coiffeuse. J'ai bondi, pensant que c'était Ryan qui voulait prendre de mes nouvelles, mais c'est le nom de la coordinatrice du mariage qui s'est affiché. J'ai décroché, sur fond de circulation et de voix excitée. Elle s'est excusée de me déranger, puis m'a expliqué qu'il y avait un problème sur place. Melissa s'était pointée, bien décidée à me parler coûte que coûte, et la sécurité l'avait stoppée sur le parking, mais elle refusait de partir. La coordinatrice a baissé la voix pour ajouter que des invités avaient assisté à la scène, Melissa faisant tout un scandale. J'ai fermé les yeux, la boule au ventre. Ma mère m'a pris le téléphone pour demander des précisions. On lui a expliqué que Melissa avait débarqué avec une nouvelle pile de dossiers et tentait de montrer ses papiers à tous les passants. Mon père, déjà en train d'enfiler sa veste, est entré dans la pièce et a annoncé qu'il allait régler ça lui-même, le temps que je termine de me préparer. J'ai hoché la tête tout en le regardant partir, soulagée et en même temps gênée que ce soit à lui d'endosser la crise provoquée par mon ex-meilleur ami. La coiffeuse s'est remise à ajuster mon voile et moi, je luttais pour retenir mes larmes afin de préserver le maquillage. Le téléphone est resté muet durant 20 longues minutes, que j'ai passées à vérifier l'écran inlassablement. Puis l'appel tant attendu de mon père est arrivé. Je l'ai mis sur haut-parleur pour que ma mère puisse suivre. Il m'a expliqué avoir réussi à convaincre Melissa de partir en lui promettant qu'on prendrait un café la semaine suivante pour tout éclaircir. Mais il a précisé, d'une voix basse, que je n'étais pas obligée d'honorer cette promesse. Il avait juste besoin d'un prétexte pour la faire quitter les lieux. Un poids m'a quitté et je l'ai remercié d'une voix tremblante. Il a ajouté que la sécurité avait désormais une photo et le signalement de Melissa pour lui interdire l'accès à la propriété. Ma mère m'a pris l'épaule et m'a dit qu'il était temps de m'habiller. Les demoiselles d'honneur sont sorties discrètement pour nous laisser un moment, tandis que ma mère ouvrait la housse suspendue au placard. La robe de dentelle ivoire que j'avais choisie 6 mois plus tôt, Melissa à mes côtés ce jour-là, attendait son tour. Ma mère m'a aidée avec 1000 précautions, soulevant l'épaisse jupe au-dessus de ma tête, lissant le tissu sur moi, refermant un à un les petits boutons dans mon dos. Face au miroir, malgré tout ce qui venait de se passer, une chose était certaine. Je voulais épouser Ryan. Le tumulte autour de Melissa n'avait fait que renforcer ma décision, en voyant la dignité et l'honnêteté avec lesquelles il avait affronté le harcèlement et les accusations dont il avait été la cible. Jamais il ne s'en est pris à Melissa, jamais un mot de travers, même si elle le méritait. Ma mère, les larmes aux yeux, a refermé le dernier bouton, puis a pris du recul pour m'admirer. « Tu es splendide », a-t-elle murmuré, et l'émotion est une nouvelle fois montée, mais j'ai tout fait pour ne pas pleurer. À 12h30, nous sommes montés dans la voiture de mon père, la robe étalée sur la banquette arrière. Les demoiselles d'honneur suivaient dans un autre véhicule, et nous avons roulé jusqu'à la salle, dans un silence pesant. Pendant tout le trajet, je revoyais défiler les rues familières, repensant à toutes les fois où Melissa et moi les avions parcourues ensemble. On est arrivé à 13h. J'ai tout de suite repéré la voiture de Ryan près de l'entrée. La coordinatrice nous attendait, large sourire aux lèvres, même si je voyais l'inquiétude dans son regard. Elle m'a rassurée. La sécurité avait la photo et le signalement de Melissa. Il était impensable qu'elle revienne. J'ai pris sur moi pour ne penser qu'à Ryan, à ce jour important, et non plus à ce que j'avais perdu. On nous a conduites à la suite nuptiale, où mes demoiselles d'honneur retouchèrent leur maquillage. On m'a tendu une coupe de champagne, mais j'étais bien trop nouée pour pouvoir l'avaler. À 13h45, la coordinatrice a frappé. Il était temps de se mettre en place. Mon père m'a offert son bras et j'ai senti le poids du bouquet dans ma main libre. Nous sommes entrés dans l'espace réservé à la cérémonie. La musique jouait déjà. Les invités chuchotaient. À 14h, la cérémonie a débuté, chacune de mes demoiselles d'honneur descendant l'allée à son tour. Puis la marche nuptiale a retenti et, alors que mon père serrait mon bras, nous avons remonté l'allée ensemble. J'ai vu Ryan m'attendre à l'hôtel aux côtés de son frère, les yeux humides en me découvrant, et j'ai su que lui aussi pensait à toutes les épreuves traversées pour en arriver là. Tout ce harcèlement, ces accusations, ces humiliations qui auraient pu nous détruire mais nous avaient, au contraire,
soudés. L'officiant a commencé la cérémonie, sans qu'aucune ombre ne vienne gâcher notre moment. Pas de Mélissa à l'horizon. Je n'ai pas tout suivi au début, trop occupée à scruter la salle au moindre mouvement suspect, mais tout le monde était souriant, et tout s'est déroulé sans le moindre accroc. Au moment de l'échange des vœux, Ryan a sorti son papier, les mains tremblantes. Je promets de te faire confiance, de toujours te parler avec sincérité, et de protéger notre histoire contre toute intrusion extérieure. Sa voix s'est étranglée à la fin. Je lui ai serré la main, car il était inutile de préciser à qui il pensait. J'ai lu à mon tour mes vœux, lui garantissant la même chose, et jurant de le choisir chaque jour, même lorsque d'autres tentèrent de s'immiscer entre nous. L'officiant nous a unis par les liens du mariage, et sous les applaudissements chaleureux de nos familles, Ryan m'a embrassé. Main dans la main, nous avons quitté l'allée, partagé entre le bonheur immense de cette journée et la tristesse profonde de l'absence de celle qui aurait dû être à mes côtés comme demoiselle d'honneur. Son absence me laissait une cicatrice qui, je le savais, mettrait du temps à s'effacer. Mais face à tout cela, j'avais Ryan, et, ensemble, nous avions tenu bon face à des épreuves qui auraient pu briser bien des couples. Le vin d'honneur a donné le coup d'envoi de la soirée. Beaucoup d'invités sont venus nous parler pour s'excuser de ce qui s'était passé lors du dîner de répétition. On est vraiment content que le mariage ait eu lieu. Vous êtes faits pour être ensemble, glissait-il avec sincérité. Carly, la mère de Ryan, m'a rejointe près du bar et m'a serré dans ses bras avec force, les yeux brillants. Elle m'a soufflé à l'oreille. Tu as traversé cette épreuve avec un courage et une grâce incroyables. Je suis vraiment fière de t'avoir comme belle-fille. Son soutien était précieux, surtout après l'avoir vue bouleversée la veille. Nous avons ensuite rejoint la salle pour le dîner, et bien décidée à profiter enfin, j'ai tenté d'oublier la tension des jours passés. Mon téléphone a vibré dans la petite pochette que j'avais avec moi. Quand j'ai regardé discrètement, un numéro inconnu m'avait envoyé une série de messages. Sans trop comprendre, j'ai ouvert et découvert une avalanche de photos de Ryan et moi, prises tout au long de notre histoire, toutes disséquées par des commentaires cherchant la moindre preuve de nos dissensions. Une photo de Noël dernier était accompagnée d'une remarque sur mon air soi-disant mal à l'aise, lorsque Ryan passait son bras autour de moi. Une autre, lors de vacances à la mer, soulignait qu'on ne se regardait pas vraiment dans les yeux. J'ai vite compris que Mélissa utilisait un téléphone qui n'était pas le sien pour essayer de nous atteindre. Et j'ai montré les messages à Ryan, qui les a lus la mâchoire serrée. On éteint tout de suite nos portables et on profite de la soirée, avons-nous décidé sans hésiter. Arriva ensuite le moment tant attendu de la première danse, et le DJ nous a appelés au centre de la piste en tant que jeunes mariés. Ryan a pris ma main et m'a entraînée sous le regard bienveillant des convives. C'est seulement à ce moment-là, en tournant avec lui sous les éclats de rire et les applaudissements, que j'ai commencé à me détendre vraiment. Il s'est penché et m'a soufflé avec un sourire. Si on a survécu à toute cette enquête et aux accusations de Mélissa, je crois qu'on survivra à tout ce que la vie pourra nous réserver. J'ai éclaté de rire, réalisant qu'il avait parfaitement raison. Après tout ce que nous venions de traverser, j'imaginais mal un futur défi de taille comparable à un ami d'enfance, traquant notre couple pendant des semaines pour faire irruption à notre répétition de mariage avec de fausses preuves. Le pire était derrière nous, et nous n'en sortions que plus soudés. Plus tard dans la soirée, Julia m'a retrouvée près du buffet de dessert, effleurant doucement mon avant-bras avant de m'entraîner à l'écart, près d'une fenêtre sur le jardin. Son visage sérieux ne trompait pas. Je pressentais qu'elle avait quelque chose d'important à partager. Après avoir vérifié qu'on ne pouvait pas être entendu, elle s'est lancée. Je suis vraiment inquiète pour Mélissa, surtout après ce qui s'est passé dans le hall de l'hôtel hier. Elle m'a prise à part pendant presque 20 minutes, me posant des questions bizarres sur Ryan, s'inquiétant de son comportement, cherchant à savoir s'il m'était arrivé d'observer des choses étranges avec d'autres femmes. Julia ajouta, le ton grave, elle avait un regard perdu, comme si elle n'était plus vraiment avec moi. Elle répétait sans cesse qu'il fallait te protéger, qu'il ne fallait pas qu'il t'arrive quelque chose. Honnêtement, je pense que Mélissa a besoin d'aide, d'un vrai soutien, pas seulement d'excuses ou d'une simple discussion. Je crains que ça n'empire si personne ne réagit rapidement. À cet instant, une lourde culpabilité m'est tombée dessus. J'aurais dû voir que la situation prenait une tournure inquiétante. Je connaissais Mélissa depuis l'enfance, depuis mes 7 ans, et je n'avais rien vu venir, aveuglée par le quotidien, sans déceler à quel point elle allait mal. Julia m'a serré la main avec douceur. Ce n'est pas ta faute. Mais impossible de me défaire de la sensation d'avoir échoué à épauler mon ami avant que tout ne dégénère lors du dîner de répétition. Puis ce fut au tour de mon père de prendre la parole devant la salle soudain silencieuse. Il a levé son verre et nous a adressé un sourire complice à Ryan et à moi installés à la table d'honneur. Il a parlé de l'équilibre qui régnait entre nous, de la sérénité de Ryan qui apaisait mes élans anxieux, évoquant de jolis souvenirs de l'année écoulée où notre complicité était évidente. Je suis très heureux d'accueillir Ryan dans la famille. Je ne t'ai jamais vu aussi épanoui que depuis vos fiançailles. Si son discours ne mentionnait à aucun moment la demoiselle d'honneur ou le chaos de la veille, son regard, en revanche, ne quittait presque jamais l'entrée de la salle, prêt à intervenir si Mélissa refaisait surface, même si la sécurité avait en tête son visage à ne pas laisser passer. Sa main tremblait à peine lorsqu'il porta un dernier toast. Tout était axé sur notre avenir à Ryan et moi, mais je percevais bien à la tension de ses épaules qu'il ne se relâchait pas, sur ses gardes jusqu'au bout. À la fin, la salle applaudit. Ryan se leva pour enlacer mon père, échangeant quelques mots que je n'entendis pas,
Ryan acquiesçant d'un air grave. À 22h, la réception s'est achevée et nos proches ont commencé à s'éclipser, chacun passant par les portes principales. Nous avons salué famille et amis, les remerciant d'avoir partagé la journée malgré le climat pesant de la veille, puis nous avons rejoint la voiture sur le parking. Installé côté passager, j'ai aussitôt retiré mes talons. Ryan a pris le volant, direction l'hôtel où nous passerions la nuit avant de prendre l'avion le lendemain matin. Les premières minutes se sont déroulées dans un silence apaisant. Nous étions vidés, lessivés par les montagnes russes émotionnelles des 2 derniers jours. Puis Ryan a fini par évoquer le sujet que nous avions soigneusement évité jusque-là. Il fallait décider de la façon dont nous allions gérer Melissa à l'avenir, car tout cela ne disparaîtrait pas comme par magie. J'ai acquiescé, et nous avons commencé sans attendre à réfléchir ensemble à une solution là, dans la voiture. Il allait falloir poser des limites très claires, aucun contact pendant 6 mois au moins, voire davantage. Ryan a suggéré que si elle continuait à nous harceler, à nous ou nos familles, il faudrait envisager des démarches juridiques. L'idée même d'avoir à recourir à un avocat contre quelqu'un avec qui j'avais grandi me bouleversait. Mais au fond, je savais qu'il avait raison. Melissa avait dépassé tant de bornes qu'il n'était plus question d'ignorer la situation et d'espérer qu'elle s'arrête d'elle-même. Une fois arrivés à l'hôtel, nous sommes montés directement dans notre chambre, éreintés mais soulagés d'avoir traversé tout cela ensemble. Je me suis assise sur le lit et j'ai sorti mon téléphone. J'ai expliqué à Ryan que je voulais débloquer le numéro de Melissa, histoire de vérifier si elle m'avait envoyé des messages menaçants qu'il vaudrait mieux garder au cas où, pour preuve. Il s'est rapproché, s'installant juste à côté de moi, pendant que je faisais la manip. Les messages n'ont pas tardé à s'afficher. Melissa m'avait bombardé de 27 textos depuis que je l'avais bloquée, ce matin même. J'ai commencé à les lire à voix haute pour Ryan. Les premiers étaient furieux. Elle me traitait d'ingrate et n'en revenait pas que je l'ai évincée du mariage. Elle passait ensuite en revue, point par point, chacun de nos choix pour la cérémonie, critiquant ma robe, les fleurs, la musique, même la façon dont Ryan et moi étions entrés dans l'allée. D'après elle, tout était raté et de mauvais goût. Puis, soudain, son ton a complètement changé et les messages se sont transformés en excuses éplorées. Elle me suppliait de reconsidérer la fin de notre amitié, reconnaissait avoir mal agi, mais jurait que tout partait d'une bonne intention. Elle disait que j'étais la personne la plus importante de sa vie, qu'elle ne pouvait pas envisager son existence sans moi. Lire ces mots m'a brisé le cœur, parce que je reconnaissais sa voix dans chaque phrase. Ryan a alors pris mon téléphone pour lire à son tour tous ces messages. Une fois qu'il eut terminé, il l'a posé sur la table de nuit, puis s'est tourné vers moi. Il m'a dit que, dès notre retour de lune de miel, il vaudrait mieux consulter un avocat pour envisager une ordonnance d'éloignement, si Melissa continuait dans cette voie. J'ai acquiescé, consciente que c'était la décision la plus raisonnable. Pourtant, l'idée d'en arriver là contre une amie d'enfance me donnait envie de vomir. Avec Melissa, j'avais tout partagé en grandissant. Elle était là pour mon entrée au collège, ma première rupture, mes lettres d'admission à la fac. Elles sont tellement nombreuses, ces heures où on rêvait ensemble de l'avenir et où on se promettait d'être le témoin l'une de l'autre à nos mariages. Et maintenant, il fallait envisager une mesure juridique pour la tenir à distance. Ryan a vu combien j'étais bouleversée et il m'a proposé qu'on fasse un pacte. On s'occupera de l'histoire de Melissa à notre retour. Et en attendant, on profite à fond de la lune de miel, sans laisser tout ça nous gâcher le séjour. J'ai accepté et nous avons coupé complètement nos téléphones. Le lendemain, nous avons pris un vol matinal pour l'Italie. Les premiers jours étaient enchanteurs, mais j'avais du mal à décompresser. J'avais promis à Ryan de ne pas regarder mon téléphone, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. J'allais sans arrêt vérifier s'il y avait un signe de Melissa, une nouvelle crise, un message dramatique. Rien. Depuis la fin du mariage, elle n'avait plus donné signe de vie. Le 3e jour, Ryan m'a gentiment fait remarquer qu'au lieu de profiter du paysage, je passais mon temps à fixer mon écran. Il m'a conseillé de vraiment me laisser porter par le voyage, au lieu de vivre dans la crainte du prochain geste de Melissa. Il avait raison, et j'ai eu honte de gâcher ainsi notre lune de miel alors qu'elle ne nous écrivait même plus. Je me suis décidée à laisser mon téléphone dans la valise où il est resté durant 2 jours. Puis, au 5e jour, pendant que Ryan était sous la douche, j'ai fini par consulter mes emails. Un mail de ma mère, objet, Melissa s'est présentée. J'ai eu un pincement au cœur en l'ouvrant. Maman racontait que Melissa était venue chez eux le matin même pour demander si elle pouvait récupérer quelques affaires restées dans mon ancienne chambre. Ma mère avait refusé et lui avait demandé de partir, mais Melissa n'avait rien voulu entendre. Elle s'était installée dans sa voiture, devant la maison, et était restée là, immobile, à observer la façade pendant 3 heures. Ma mère la surveillait du salon et a attendu, mal à l'aise, jusqu'à ce qu'enfin, vers midi, Melissa parte. Elle était tellement troublée par la situation qu'elle voulait absolument m'en faire part. J'ai montré le mail à Ryan quand il est sorti de la salle de bain et on s'est assis sur le lit de l'hôtel pour réfléchir à la gravité de la situation, à savoir s'il s'agissait de harcèlement qui nécessitait qu'on se tourne vers la justice. Ryan a fait le point sur tout ce que Melissa avait fait ces derniers jours. Le harcèlement de sa sœur Julia à l'hôtel, sa venue inattendue à notre mariage alors qu'elle savait qu'elle n'était pas invitée, les messages envoyés d'un autre numéro après que je l'ai bloqué. Et maintenant cette surveillance, des heures durant, devant chez mes parents. Le schéma est clair et franchement inquiétant, a-t-il lâché. Pris séparément, ça paraîtrait peut-être anodin, mais mis bout à bout, ça montre qu'elle ne respecte aucune limite. J'ai compris qu'il avait raison.
On n'était plus face à une amie blessée, mais face à quelqu'un dont le comportement échappait à tout contrôle. Dans cette chambre d'hôtel en Italie, on a donc décidé de mettre Mélissa de côté jusqu'à notre retour, de dédier les jours restants à profiter de ce voyage et d'arrêter de s'en faire pour quelque chose qui, de toute façon, nous échappait pour l'instant. 8 jours en Italie, qu'on s'est promis de savourer pleinement. Et tout à coup, je me suis sentie tellement soulagée. Les journées suivantes ont été magnifiques. On a exploré des petites villes pittoresques, dégusté des plats locaux dans des trattorias authentiques, visité des musées et arpenté les ruines antiques. On a même pris un cours de cuisine pour apprendre à préparer des pâtes fraîches, bu du vin sur de jolies terrasses avec vue sur la campagne. Pendant ces 8 jours, j'ai pu mettre Mélissa de côté et me consacrer entièrement au début de notre vie à deux, comme il se doit. Ryan et moi, on s'est rapprochés comme jamais. On a parlé d'avenir, imaginé la vie que l'on rêvait de construire ensemble. 2 semaines plus tard, on est rentrés, tard dans la nuit. Le lendemain matin, on est retourné à l'appartement pour commencer à défaire nos valises et tenter de reprendre une routine normale. Sur le pas de la porte, un colis nous attendait, à nos 2 noms. Pas d'adresse d'expéditeur, mais il m'a suffi d'un coup d'œil pour reconnaître sans hésiter l'écriture de Mélissa. Ryan a apporté le paquet à l'intérieur et pendant quelques minutes, on l'a déposé sur le plan de travail, juste devant nous, sans oser l'ouvrir tout de suite. À l'intérieur, il y avait un album souvenir, une belle reliure en cuir remplie de pages épaisses. Mélissa l'avait fabriqué elle-même, retraçant toute notre amitié depuis le CE2 jusqu'aux années fac, des photos de nous à tous les âges, les places de cinéma de nos sorties, des petits mots griffonnés en classe, les programmes de spectacles scolaires. Chaque page de l'album avait été élaborée avec le plus grand soin, ornée de légendes et datée précisément. C'était vraiment superbe et, en le feuilletant, les larmes me sont montées aux yeux. Tout au fond, il y avait aussi une lettre. Mélissa me disait combien elle regrettait la façon dont tout s'était terminé entre nous. Elle ajoutait qu'elle comprenait ma colère et ma douleur, mais qu'elle assumait pleinement d'avoir choisi de tester Ryan, parce qu'elle pensait qu'il valait mieux me préserver, quitte à sacrifier notre amitié. Elle écrivait aussi qu'elle préférait que je la déteste, du moment que j'étais en sécurité, plutôt que de me garder auprès d'elle en sachant que je risquais d'être mal mariée. En lisant ces mots, j'ai pris conscience qu'elle croyait vraiment avoir agi dans mon intérêt, ce qui rendait la situation encore plus difficile à accepter. J'ai ouvert l'album sur le plan de travail et je me suis remise à tourner les pages. Il y avait une photo de nous en CE2, sans dents, main dans la cour de l'école, puis une autre du collège, où nous avions monté un volcan à la foire scientifique. Plus loin, notre photo le jour du bac, enlacée, puis l'emménagement à la fac, et enfin, ma fête de fiançailles, où on la voyait sourire à pleines dents, les yeux pétillants. À chaque page, elle avait pris soin d'écrire quelques mots sur nos souvenirs, sur le bonheur qu'on avait partagé ce jour-là. En voyant défiler ces années d'amitié si bien retracées, j'ai fondu en larmes. Ryan m'a rejointe et m'a serré longtemps contre lui, pendant que j'essuyais mes yeux du revers de la manche. Cet album, c'était vraiment un beau geste et je voyais tout le temps qu'elle y avait consacré. Mais en même temps, j'avais la désagréable impression qu'elle voulait me faire culpabiliser d'avoir posé des limites, comme si elle insinuait « Après tout ce qu'on a vécu, comment peux-tu tourner la page ?» Ryan m'a alors proposé de ranger l'album tout au fond d'un placard, histoire de se concentrer sur notre nouvelle vie de jeunes mariés. Il m'a dit qu'on aurait sans doute besoin de prendre une décision sur la suite, mais que rien ne pressait. J'ai refermé l'album et je l'ai posé tout en haut, là où je ne tomberais pas dessus par hasard. Le lendemain matin, j'ai appelé le cabinet de mon médecin pour savoir s'il pouvait me recommander un thérapeute. La secrétaire m'a donné 3 contacts et j'ai enchaîné les appels. Les 2 premiers n'avaient été rien de disponible avant au moins 1 mois, mais le 3e venait d'avoir un désistement et pouvait me prendre dans 2 semaines. J'ai sauté sur l'occasion, soulagée à la simple idée de pouvoir parler à quelqu'un. J'avais besoin d'aide pour y voir clair dans tout ce que je ressentais en perdant ma plus vieille amie. La tristesse de son absence, la colère pour ce qu'elle avait infligé à Ryan et pour la manière dont elle avait gâché la soirée de répétition du mariage, le sentiment de trahison en découvrant qu'elle m'avait menti pendant 1 mois tout en harcelant mon mari, et même de la culpabilité en me demandant si je n'étais pas passée à côté de signaux d'alerte. Toute seule, c'était ingérable. Les jours suivants, Ryan et moi avons passé notre temps à vider les cartons dans notre nouvel appartement en essayant de reprendre une vie normale. Nous avions signé le bail avant le mariage et profité de la lune de miel pour y déposer nos affaires. À présent, il s'agissait d'installer nos meubles, de décider où accrocher les tableaux, de faire tous ces petits choix du quotidien qui accompagnent les débuts d'une vie à 2. Se concentrer sur des choses concrètes, positives, ça nous faisait un bien fou après la tempête du mariage. On cuisinait ensemble dans notre nouvelle cuisine, chacun choisissait son placard, on débattait longtemps sur l'emplacement du canapé, toutes ces petites discussions de couple qui me donnaient enfin l'impression de tourner la page et d'envisager le bonheur. 3 jours après notre retour d'Italie, alors que je rangeais la vaisselle, mon téléphone s'est mis à sonner. C'était ma mère. Elle m'a annoncé « Mélissa m'a appelé ce matin pour demander votre nouvelle adresse. » Maman lui a répondu qu'elle ne l'avait pas, ce qui était à moitié vrai, puisqu'elle nous avait aidés à déménager. Mais Mélissa avait beaucoup insisté, allant même jusqu'à proposer de venir récupérer l'adresse directement sous prétexte de parler de moi. Finalement, maman lui a dit d'arrêter d'appeler puis a raccroché. En entendant ça, j'ai senti ma gorge se serrer. Savoir qu'elle cherchait où nous habitions m'a fait bien plus peur que tout ce qu'elle avait fait jusque-là. Cela signifiait qu'elle n'en démordait pas,
qu'elle continuait à essayer de me retrouver, malgré tout ce qui s'était passé. J'ai remercié ma mère de n'avoir rien lâché et de m'avoir averti. Après l'avoir eu au téléphone, je me suis laissée tomber sur le canapé, les mains tremblantes. Ryan est sorti de la chambre, a vu mon visage et m'a demandé « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je lui ai expliqué que Melissa avait tenté d'obtenir notre adresse auprès de ma mère. Il s'est assis à côté de moi et on est resté silencieux à fixer le mur un long moment. Puis il a pris la parole. « Il faut qu'on consulte un avocat. J'en ai trouvé un sur Internet, spécialisé dans le harcèlement et les injonctions d'éloignement. Le site indiquait qu'elle avait déjà aidé de nombreuses victimes. Nous avons pris rendez-vous pour le lendemain. Cette nuit-là, impossible de fermer l'œil. J'imaginais sans cesse Melissa débarquant chez nous, ou nous surveillant, comme elle l'avait fait avec Ryan. Sans cesse, je regardais par la fenêtre pour vérifier qu'on ne nous épiait pas. Au bout de la 3e fois où Ryan m'a surprise debout au milieu de la nuit, il m'a proposé « Tu préfères qu'on ferme la porte de la chambre à clé ?» On n'avait encore jamais fait ça, mais sur le coup, j'ai dit oui. Il s'est levé et a tourné la clé dans la serrure. Ça m'a rassurée un peu, même si j'ai eu bien du mal à trouver le sommeil. Le lendemain, nous nous sommes rendus au cabinet d'avocate, dans un immeuble du centre-ville. On est monté jusqu'au 4e, on s'est annoncé à la secrétaire, avant que l'avocate vienne elle-même nous chercher. Son nom était affiché sur la porte, mais je préfère ne pas le mentionner ici. Elle nous a installés dans son bureau et a demandé « Racontez-moi depuis le début, s'il vous plaît. » Alors, Ryan et moi, on a repris toute l'histoire, chacun notre tour. Le harcèlement qui a commencé le mois précédent le mariage, la femme engagée à la salle de sport, le faux compte sur les réseaux sociaux, le déguisement à l'enterrement de vie de garçon, les images récupérées sur la vidéosurveillance, la catastrophe du dîner de répétition, Melissa qui harcèle sa sœur à l'hôtel, son irruption au mariage alors qu'on l'avait rayée de la liste, l'utilisation du téléphone d'une connaissance pour nous joindre, la filature devant chez mes parents, et enfin, sa tentative pour découvrir notre nouvelle adresse. Tout au long de l'entretien, l'avocate prenait des notes et nous bombardait de questions précises sur les dates, les horaires, si nous avions gardé des preuves. Ryan, très méthodique, a sorti son téléphone pour lui montrer les messages que Melissa avait envoyés depuis un numéro inconnu, tandis que je lui montrais les mails et les photos du dîner de répétition que m'avaient transmis certains invités. L'avocate passait tout en revue avec une rigueur presque implacable. Puis, elle nous a assuré que notre dossier tenait solidement la route si nous décidions de demander une ordonnance d'éloignement. Elle insistait sur le fait que le harcèlement et le stalking étaient pris très au sérieux par les tribunaux, surtout en présence d'autant de preuves tangibles. Selon elle, le schéma de comportement de Melissa était limpide. Il montrait quelqu'un qui ne savait pas respecter les limites. Elle nous a alors demandé si nous voulions déposer une demande d'ordonnance sur le champ ou si nous préférions explorer d'autres pistes d'abord. Ryan et moi, on s'est regardés, gênés. Aucun de nous n'avait envie de lancer une telle procédure contre quelqu'un que je connaissais depuis l'enfance. C'était trop lourd, trop définitif. L'avocate a sans doute senti notre hésitation, car elle nous a proposé de commencer par une mise en demeure officielle. Elle nous a expliqué que ce courrier, rédigé en termes juridiques, exigerait de Melissa qu'elle cesse immédiatement tout contact avec nous, nos familles comprises. Le tout serait envoyé en recommandé avec accusé de réception pour qu'on ait une preuve irréfutable. Si Melissa ignorait cette demande et tentait à nouveau de nous contacter, nous aurions alors de quoi renforcer un dossier d'ordonnance d'éloignement. Cette solution nous a paru la plus raisonnable. Une sorte de dernier avertissement laissant à Melissa une vraie chance de prendre du recul avant que la justice ne s'en mêle. Nous avons donné notre accord pour la lettre de mise en demeure. L'avocate a promis de la rédiger rapidement et qu'on pourrait la relire sous quelques jours. Après avoir réglé la note, nous avons quitté son cabinet. Sur le trajet du retour, j'étais partagée entre le soulagement d'avoir enfin agi et la tristesse d'en être arrivée à adresser une lettre officielle à mon ami d'enfance pour lui demander de nous laisser tranquilles. 2 jours plus tard, nous recevions par mail le brouillon du courrier de l'avocate. C'était sec, formel, sans appel. La lettre reprenait l'ensemble des faits reprochés à Melissa, lui ordonnait de cesser tout contact avec nous, nos familles, sur nos lieux de travail et à notre domicile, et lui interdisait explicitement d'appeler, d'envoyer des messages ou des mails, et même de s'approcher de nous en personne. Elle l'avertissait qu'en cas de violation, nous entamerions sans hésiter des poursuites pouvant aller jusqu'à l'ordonnance d'éloignement. Lire ce texte a rendu l'affaire plus concrète, plus grave encore. Ryan et moi avons donné notre feu vert, et, l'après-midi même, la lettre est partie en recommandé. L'avocate nous a précisé que Melissa devrait signer à la réception, ce qui nous permettrait de savoir à quelle date exacte elle l'aurait eue. Il ne restait plus qu'à attendre, voir si elle respecterait la mise en demeure, ou s'il faudrait aller plus loin. 4 jours plus tard, l'avocate nous a appelés pour nous confirmer que Melissa avait bel et bien reçu la lettre et signé l'avis de réception. Sa réaction se faisait attendre. J'ai passé le reste de la journée oppressée, les yeux rivés sur mon téléphone, alors même que j'avais bloqué son numéro. Je m'attendais à la voir réapparaître d'une façon ou d'une autre, mais le silence a persisté ce jour-là, puis le lendemain. Au bout du 3e jour, j'ai commencé à imaginer que cette lettre avait peut-être eu l'effet souhaité. Peut-être que la voir ainsi, noir sur blanc, lui avait enfin fait prendre conscience de la gravité de la situation. Je me rassurais, j'osais espérer qu'elle allait enfin nous laisser tranquilles. Et puis, une grosse enveloppe, griffonnée de l'écriture caractéristique de Melissa, a atterri dans notre boîte aux lettres. J'avais les mains qui tremblaient en la récupérant.
Ryan était au travail. J'étais seule à l'appartement. Je me suis installée à la table de la cuisine pour l'ouvrir. À l'intérieur, une longue lettre manuscrite d'une dizaine de pages, sur du papier à petits carreaux. L'écriture de Melissa devenait de plus en plus désordonnée au fil des pages, comme si elle laissait filer ses pensées sans filtre. Elle commençait par reconnaître qu'elle comprenait ma colère et acceptait sa part de responsabilité dans cette histoire. Elle enchaînait avec une longue justification sur les raisons qui l'avaient poussée à vouloir tester Ryan. Elle revenait sur le mariage de sa sœur, 3 ans auparavant, et sur la trahison de son beau-frère qui avait trompé sa sœur pendant des années sans que personne ne s'en rende compte avant le mariage. Elle écrivait à quel point cette trahison avait détruit sa sœur et combien il lui avait fallu de temps pour s'en remettre. Ensuite, elle parlait de sa propre peur de l'abandon depuis le départ de son père, alors qu'elle n'avait que 8 ans. J'étais, selon elle, la seule relation qui lui restait, la seule à vraiment représenter une famille. L'idée que je puisse me retrouver piégée dans un mariage malheureux, à l'image de sa sœur, lui paraît insupportable. Elle admettait que ses méthodes étaient extrêmes, mais prétendait avoir voulu me protéger d'une désillusion amoureuse. C'était bouleversant à lire. Je sentais bien toute la souffrance et l'angoisse qui l'avaient poussée à agir ainsi, mais ça ne changeait rien. Son comportement restait inacceptable et nocif. Rien ne gommait le fait qu'elle avait harcelé mon mari, gâché notre dîner de répétition et provoqué chez nous deux une réelle inquiétude. Comprendre ses intentions ne suffisait pas à excuser tout ce qu'elle avait fait. J'ai replacé la lettre dans son enveloppe et j'ai appelé Ryan au travail pour lui expliquer la situation. Il a tout de suite dit qu'il fallait transmettre cette lettre à l'avocate pour qu'elle la joigne au dossier. J'ai donc pris en photo chacune des 10 pages et les lui ai envoyées par mail, avant de ranger la lettre dans un tiroir avec tous les autres documents liés à l'affaire. 2 semaines plus tard, j'avais mon premier rendez-vous chez la psychologue, dans un immeuble calme pas loin du parc. La salle d'attente était accueillante, avec des fauteuils confortables, quelques magazines et une musique douce en fond. Dès qu'elle m'a appelée, que je me suis assise sur le canapé de son bureau, j'ai littéralement craqué et pleuré presque toute la séance. Je lui ai raconté mon amitié avec Melissa depuis la primaire, toutes ces années autour de soirées pyjama, de fou rire, de soutien inconditionnel. Je lui ai parlé du harcèlement, du dîner de répétition qui avait viré au cauchemar, de la lettre de mise en demeure. Ce jour-là, j'ai pleuré la perte de quelqu'un qui avait été une partie essentielle de ma vie. La psychologue m'a juste tendu des mouchoirs, se contentant de m'écouter sans jamais m'interrompre. Quand mes larmes ont fini par se calmer, elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment soulagée. Vous pouvez faire le deuil de cette amitié, tout en reconnaissant que le comportement de Melissa était inacceptable. On peut accepter ces deux vérités à la fois. Vous avez le droit d'être triste d'avoir perdu votre meilleure amie, et en même temps d'être fier d'avoir supposé des limites. L'un n'efface pas l'autre. Le deuil est complexe. Vous n'avez pas à choisir entre regretter Melissa et vous protéger. Vous êtes en droit de faire les deux. Pour la première fois, ces mots résonnaient profondément en moi. Rien de ce qu'on m'avait dit jusque-là ne m'avait semblé aussi juste. Je suis sortie de cette première séance en me disant qu'avec un peu d'aide, je réussirais peut-être à tourner la page. 2 semaines après l'envoi de la mise en demeure, Ryan m'a appelé en plein milieu d'une journée de travail. Sa voix était tendue. Il m'a dit « Melissa vient d'essayer d'entrer dans l'immeuble de bureau. Elle a tenté de passer la sécurité avec un dossier sous le bras, en expliquant au vigile qu'elle voulait absolument lui remettre des soi-disant conseils importants sur la communication dans le couple. Le vigile a essayé de la faire partir, mais elle n'a pas voulu entendre raison et a insisté. Ce n'est qu'en la menaçant d'appeler la police qu'elle s'est enfin décidée à partir, non sans que toute la scène ait été enregistrée par les caméras de surveillance. Ryan avait déjà contacté le responsable de la sécurité pour récupérer une copie de la vidéo. Il m'a demandé « À ton avis, il faut qu'on envoie ça à l'avocate ?» J'ai tout de suite dit oui. C'était exactement ce que la lettre lui interdisait de faire. Le simple fait qu'elle se rende sur son lieu de travail contrevenait à l'interdiction. Cette vidéo prouvait qu'elle ne respectait pas les limites légales qu'on avait posées. Ce soir-là, nous sommes allés jusqu'au bureau de Ryan pour prendre une copie de l'enregistrement et nous l'avons envoyée à notre avocate, accompagnée d'un témoignage écrit du vigile en question. Elle nous a appelés le lendemain matin, en nous confirmant que ça renforçait considérablement notre dossier. Elle nous a alors demandé si nous étions prêts à engager une procédure pour obtenir une ordonnance de protection. Ryan et moi, on en a longuement discuté ce soir-là. Prendre cette décision nous semblait grave, mais Melissa avait clairement montré qu'elle n'entendait pas s'arrêter d'elle-même. Nous avons répondu à l'avocate que oui, nous souhaitions aller jusqu'au bout et demander l'ordonnance de protection. Elle a déposé le dossier et une date d'audience nous a été fixée 3 semaines plus tard. L'attente a été interminable, on avait l'impression de vivre sur le fil, dans la crainte que quelque chose de grave se produise d'un moment à l'autre. J'avais le cœur qui ratait un battement à chaque fois que mon téléphone sonnait, et un simple bruit de pas dans le couloir devant chez nous suffisait à me glacer. Par précaution, Ryan a commencé à me raccompagner jusqu'à ma voiture après le travail, tant l'idée que Melissa puisse surgir de nulle part nous angoissait. Le jour de l'audience a fini par arriver. Nous avons mis des vêtements sobres et pris la direction du tribunal, en centre-ville. Notre avocate nous attendait devant l'entrée et nous a expliqué comment la séance allait se passer. Melissa avait été convoquée et pouvait assister à l'audience. Le juge écouterait chaque partie avant de rendre sa décision. Nous avons pris place à une table avec notre avocate, tandis que Melissa, seule, s'était installée à l'autre extrémité de la salle. Elle avait choisi de se défendre sans avocat et avait l'air au bout du rouleau. Ses cheveux étaient complètement en pétard. Elle portait un jogging et un haut froissé, et elle ne voulait même pas croiser mon regard. Le juge est entré, tout le monde s'est levé et l'audience a démarré.
Notre avocate a sorti tous nos éléments de preuve, les messages, les emails, la liste des faits de harcèlement, les témoignages de Julia et de mes parents, la vidéo des bureaux de Ryan, la lettre de mise en demeure et la preuve qu'elle avait été ignorée. Il a fallu près d'1 heure pour tout présenter. Puis le juge s'est tourné vers Melissa pour lui demander si elle voulait s'exprimer. Elle s'est levée, la voix tremblante, et a commencé. Je voulais juste protéger mon amie d'un mariage qui aurait pu mal tourner. Mes méthodes n'étaient peut-être pas habituelles, mais elles partaient d'une intention sincère. Elle a assuré qu'elle n'avait jamais voulu effrayer ou blesser qui que ce soit. Je voulais juste être sûre que Ryan était quelqu'un de bien pour elle, parce qu'elle mérite le meilleur. Elle s'est exprimée une dizaine de minutes, le juge l'écoutant en silence. Quand elle a terminé, il lui a demandé si elle comprenait que, légalement, son attitude s'apparentait à du harcèlement, voire à du stalking. Elle a répondu « Je ne le vois pas comme ça, mais je comprends que ce soit votre point de vue ». Le juge a repris l'ensemble des documents, puis a déclaré qu'au vu des éléments et de la répétition claire d'actes non désirés, il accordait une ordonnance de protection d'1 an. Il a précisé que Melissa devait désormais rester à au moins 150 mètres de nous, de notre domicile et de nos lieux de travail, sans avoir le droit de nous contacter, ni directement, ni par personne interposée. Il l'a prévenue. En cas de non-respect, elle risquait l'arrestation. Melissa a éclaté en sanglots en entendant le verdict. Le juge s'est assuré qu'elle comprenait bien tous les termes de l'ordonnance, ce qu'elle a confirmé d'un signe de tête. Puis l'audience a pris fin. En quittant le tribunal, j'ai ressenti ce mélange étrange de soulagement et de tristesse. Soulagée car la loi nous protégeait enfin, accablée parce que la personne dont je devais me protéger, c'était ma meilleure amie d'enfance. J'avais du mal à croire à la réalité de la situation. Ryan m'a passé le bras autour des épaules alors qu'on regagnait le parking, et j'ai fondu en larmes avant même d'arriver à la voiture. Il m'a serré dans ses bras pendant que je pleurais sur son épaule, et c'est là que j'ai réalisé que je faisais vraiment le deuil de cette amitié qui n'existerait plus jamais. Après une ordonnance de protection, il n'y aurait pas de retour possible, aucune chance de se réconcilier, plus moyen de réparer quoi que ce soit. Cette histoire, c'était bel et bien fini. Ryan n'a pas essayé de minimiser ma peine, ni de me rassurer à tout prix. Il m'a simplement prise dans ses bras et m'a laissé pleurer, le temps qu'il fallait. Ensuite, nous sommes remontés en voiture et nous sommes rentrés chez nous, tâchant de nous projeter, d'imaginer comment reprendre une vie normale après tout cela. Dans les mois qui ont suivi, Melissa a complètement disparu de notre horizon. Elle n'a plus cherché à venir chez nous, ni au bureau de Ryan, ni dans les endroits où elle aurait pu me croiser. Un après-midi, au tout début du printemps, ma mère m'a appelée. Elle avait croisé une collègue de Melissa au supermarché. Une collègue avait laissé entendre que, sans enfreindre l'ordonnance, Melissa prenait indirectement de mes nouvelles par le biais d'amis en commun. Ma mère avait aussi appris que Melissa consultait un thérapeute 2 fois par semaine et semblait vraiment faire un travail sur elle. J'ai ressenti un étrange mélange de soulagement, de la savoir entre de bonnes mains, et de tristesse, en réalisant à quel point notre amitié était brisée, au point qu'elle ait besoin d'un professionnel pour affronter mon absence. Ryan m'a suggéré de renouer le contact, peut-être par l'intermédiaire de ma mère, mais j'ai refusé. Je n'étais pas prête, même pas pour un échange indirect. L'ordonnance me donnait l'espace dont j'avais besoin pour faire le tri dans mes émotions, sans avoir en permanence la crainte de la prochaine réaction de Melissa. Ryan et moi avons doucement pris nos marques dans notre vie de jeunes mariés, dans un nouvel appartement à l'autre bout de la ville, loin de tout ce qu'on connaissait. On a ouvert les cartons ensemble, parfois on se chamaillait pour savoir où mettre un meuble, et on a appris à découvrir de nouvelles petites habitudes l'un de l'autre, bien au-delà de ce qu'on connaissait avant. J'ai découvert que Ryan rangeait toujours ses chaussettes par couleur et qu'il ne partait jamais travailler sans faire le lit. Lui s'est vite aperçu que je ne démarrais pas la journée sans mon café et que j'adorais réaménager les placards de la cuisine, régulièrement, juste pour le plaisir. On faisait davantage attention l'un à l'autre depuis ce qu'on avait traversé avec Melissa. On se donnait plus souvent des nouvelles. On essayait de parler franchement de ce qui nous agaçait avant que ça ne dégénère. Ryan s'est mis à me donner son planning complet chaque semaine, non pas parce que je le lui demandais, mais pour me rassurer. Ainsi, je me sentais en sécurité. Pour ma part, je l'intégrais plus à ma vie sociale. Je le présentais à mes amis, je l'invitais à nos sorties, alors qu'avant, j'avais tendance à garder certains aspects de ma vie pour moi. Cette épreuve avec Melissa nous avait appris combien il était essentiel de préserver notre couple, d'être attentif à la communication et à définir clairement nos limites. On était devenus plus soudés parce qu'on avait résisté, ensemble, à quelqu'un qui avait tout fait pour saper notre confiance. Et on savait que les difficultés normales du mariage nous paraîtraient surmontables après ça, puisqu'on avait déjà traversé bien pire. La mère de Ryan, Carly, m'appelait chaque dimanche pour prendre de mes nouvelles, et toutes les 2 semaines, mes parents invitaient Ryan à dîner. Nos familles avaient été très présentes durant la crise et avaient continué à nous entourer après, ce qui nous apportait un sentiment de véritable sécurité. 6 mois après notre mariage, je me suis retrouvée chez ma thérapeute à parler de l'amélioration de mon état, comparé aux premières semaines qui avaient été si pénibles. J'allais en consultation toutes les semaines depuis notre retour de voyage de noces, et ce suivi m'a vraiment aidé à faire le deuil de ma relation avec Melissa. Ma thérapeute m'a permis de comprendre que des amitiés toxiques peuvent laisser autant de blessures qu'une histoire d'amour destructrice, parfois même plus, parce qu'on ne s'attend jamais à être trahi par une meilleure amie. Je lui ai confié la culpabilité que je portais, de ne pas avoir repéré les signaux d'alarme plus tôt. Toutes ces fois où Melissa s'était montrée possessive ou cherchait à tout contrôler, et que je prenais à tort pour de l'attention ou de la bienveillance.
Ma thérapeute m'a fait remarquer que ce genre de comportement s'installe souvent insidieusement, au fil des années, par petites touches faciles à minimiser, jusqu'au jour où cela devient insupportable. Elle m'a affirmé que je ne pouvais pas me reprocher d'avoir accordé ma confiance à quelqu'un que je connaissais depuis l'école primaire, et qu'apprendre à poser ses propres limites n'a rien de cruel, même si cela blesse une personne qui compte pour soi. J'apprenais peu à peu à me pardonner de n'avoir pas vu à temps la toxicité de notre amitié, ni compris que l'obsession de Mélissa à vouloir me protéger provenait surtout de sa peur de l'abandon. Les séances de thérapie m'équipaient d'outils pour ne pas me laisser submerger par mes émotions, et chaque semaine, je sentais ma charge s'alléger. Ma thérapeute a même consacré une séance entière à m'expliquer que jamais je n'aurais pu empêcher Mélissa de s'effondrer, ni l'aider à régler ses problèmes simplement par le biais de notre amitié. Elle me disait que son comportement obsessionnel devait être là depuis longtemps, bien avant qu'elle ne rencontre Ryan, ou même avant qu'elle sache pour ma relation. Certains troubles exigent vraiment une prise en charge professionnelle, aussi attentionnée que soit l'entourage. Elle m'a rappelé que j'avais tout fait pour communiquer avec Mélissa et lui laisser la possibilité de changer, mais qu'elle avait choisi d'aller toujours plus loin au lieu d'écouter mes mises en garde. L'ordonnance d'éloignement n'était ni une trahison ni un abandon, mais la pose d'une limite pour protéger Ryan et moi-même d'un comportement devenu dangereux. En sortant de cette séance, j'ai eu l'impression qu'un poids me quittait. J'avais enfin le droit de ne plus m'en vouloir d'avoir pensé à mon bien-être avant ceux de Mélissa. Ryan et moi avons fêté notre premier anniversaire de mariage un soir tranquille, à la maison. On a commandé au restaurant où on avait eu notre tout premier rendez-vous, dîner sur le canapé, en regardant nos photos de mariage. On s'est remémoré tout ce qu'on avait enduré depuis ce dîner de répétition chaotique jusqu'à notre week-end de noces, et à quel point on était parvenu à bâtir quelque chose de beau, malgré toutes les tentatives de Mélissa pour tout gâcher. Ryan m'a confié qu'il était heureux qu'on ait réussi à préserver la confiance entre nous, à ne pas se laisser empoisonner par les doutes qu'elle avait semés. Je lui ai dit combien j'étais touchée par la patience dont il avait fait preuve face au harcèlement qu'il avait subi, et par le réconfort qu'il m'avait apporté lorsque j'ai perdu ma plus ancienne amie, sans jamais juger ma tristesse. On s'est accordé à dire que ce traumatisme nous avait renforcés, parce qu'il nous avait obligés à parler franchement et à fixer nos limites dès le début de notre vie à deux. L'ordonnance d'éloignement allait bientôt arriver à son terme, et il faudrait bien finir par se demander si on la prolongeait ou non, mais pour l'instant, on préférait ne pas trop y penser tant qu'on n'y était pas obligé. Ce qui comptait, c'était de continuer notre vie à deux, avec nos petites habitudes et tous ces instants quotidiens qui font la saveur d'un mariage, d'apprendre à savourer le présent sans se torturer à l'idée de ce que Mélissa déciderait ou pas, une fois la protection légale levée. Il m'arrivait encore de penser à elle, en passant devant des endroits où nous traînions ensemble, ou lorsque certains souvenirs d'enfance refaisaient en surface. Je me demandais si elle allait mieux, si la thérapie l'aidait à comprendre pourquoi elle s'était autant obstinée à tester Ryan et à vouloir me préserver d'un danger qui n'existait que dans sa tête. Au fond de moi, j'espérais qu'elle guérissait peu à peu, qu'elle apprenait à apprivoiser sa peur de l'abandon et ses soucis d'attachement. Mais j'avais fini par accepter que notre amitié était derrière nous, et que c'était sans doute mieux ainsi, même si j'en gardais un pincement au cœur. Certaines amitiés ne sont pas faites pour durer toujours, même quand elles remontent au CE1 et qu'elles marquent toute une enfance. Ryan et moi étions heureux dans notre petit appartement, avec notre routine, nos coups de fil du dimanche à sa mère, nos dîners chez mes parents une fois par semaine. Nos familles étaient là, et tout ce qu'on avait traversé nous avait appris l'importance des limites et de la confiance, des leçons qui nous serviraient tout au long de notre vie à deux. Bien sûr, la vie était loin d'être parfaite. Il y avait encore des jours où rien n'allait, des prises de tête pour un oui ou pour un non, et des bouffées de nostalgie pour la simplicité du temps où Mélissa n'avait pas fait voler en éclats notre dîner de répétition. Mais au fond, notre vie était belle et cela nous suffisait amplement.